Excellences, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Madame la conseillère nationale, Monsieur le conseiller national, Madame la députée au Conseil des États, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Grand Conseil, Mesdames les députés, Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs les anciens élus cantonaux, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les rectrices, recteurs et représentants des hautes écoles suisses et du monde académique, Madame la Secrétaire générale d'Amnesty International, Mesdames les lauréates et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, du corps administratif, du corps estudiantin de l'Université de Genève, chers invités, chers amis. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette 119e édition de la cérémonie du Dies Academicus, consacrée aujourd'hui à la question des transitions. Et sans transition, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Thierry Mathieu, président de l'Assemblée de l'Université. Merci beaucoup. Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les députés cantonaux et fédéraux, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de l'Université. Assemblée qui, je vous le rappelle, comporte 45 représentantes et représentants élus au sein des 4 corps de l'université. Selon la loi, l'Assemblée de l'Université est l'autorité habilitée à se prononcer sur les grandes orientations de la politique universitaire et sur le fonctionnement de l'université. Ainsi, l'Assemblée est au cœur de la transition, car c'est en son sein que circulent des idées de changement qui concernent les instituts, les facultés, les corps ou l'université dans son ensemble. Vous ne l'ignorez pas, l'année 2022-2023 a été une année de transition, une année qui aura vu le retour à des cours en présentiel et à une activité de recherche en pleine effervescence. Mais c'est aussi une année où la communauté universitaire conserve certaines stigmates de la période du Covid. Je pense, par exemple, à des étudiantes et des étudiants, à la recherche de repères ou à un personnel universitaire mis sous pression. Heureusement, des solutions mises en place ont été pérennisées. La numérisation des processus de gestion, l'enregistrement des cours ou les repas solidaires à 5 francs. Cette année, les thèmes liés à un monde en changement ont dominé les discussions au sein de l'Assemblée. Les enjeux énergétiques au changement climatique nous ont poussés à réfléchir sur les mesures à mettre en place dans les pratiques de la recherche et dans l'amélioration du bilan énergétique de l'institution. En parallèle, l'Assemblée a continué son travail pour assurer de bonnes conditions d'études, de carrière ou de conditions de travail,
Tout cela dans le cadre d'une situation financière contraignante, liée en partie au contexte national et européen. Il s'agit donc, pour l'Assemblée, de réfléchir collectivement aux grands défis auxquels font face l'université et la cité, de débattre des solutions les plus adéquates et d'arriver aux compromis les plus à même de répondre aux besoins de notre communauté et de la société. Notre objectif est de porter la voix de la communauté universitaire auprès du rectorat pour l'évolution de l'université sur le moyen et le long terme. Une de ces transitions concerne la désignation de la direction de l'université. Je vous le rappelle, nous avons 2 candidates finalistes qui se présenteront publiquement ici même le 1er novembre prochain. C'est une première en plus de 460 années d'expérience et d'existence pour l'Université de Genève. Vous l'aurez compris, nous croyons en une université résolument tournée vers l'avenir, vers les jeunes générations, et qui soutient l'espoir du changement. Une université qui affronte les défis en réunissant les forces de la communauté universitaire. Car c'est en travaillant ensemble, de manière participative, que nous serons capables de proposer des solutions innovantes aux défis qui se présenteront à nous. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent Dies Academicus. Cher Monsieur Mathieu, au nom du rectorat et de toute l'institution, je tiens à vous remercier très chaleureusement, vous et toute l'Assemblée de l'Université, pour votre engagement au sein de l'Assemblée qui a été, il faut bien le dire, particulièrement sollicitée au cours des 2 dernières années. Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er novembre 2022, vous êtes, Madame Thérèse Blanchet, la première femme à accéder à ce poste prestigieux, un honneur qui rejaillit sur toute notre institution, qui est fière de tous ses diplômés et de tous ses diplômés. Avant de rejoindre la capitale européenne, vous avez grandi à Genève et fait vos premiers pas académiques sur les bancs de notre université. Vous êtes diplômée de notre faculté de droit et admise au barreau de Genève. Vous cumulez par la suite les succès qui vous mènent aujourd'hui au cœur du pouvoir européen, une position tellement stratégique pour notre pays. J'ai le plaisir, Madame Blanchet, de vous appeler sur scène pour vous remettre le titre d'Alumna 2023 de notre université. Monsieur le recteur, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les représentants des autorités officielles cantonales et fédérales, mesdames et messieurs, chers étudiants, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me donnant ce titre. J'ai d'ailleurs pris mon livret d'étudiant qui date d'il y a 40 ans. À l'époque, comme vous voyez, ce n'était pas encore numérisé. Et les souvenirs, évidemment, me reviennent à cette occasion. J'aimerais tout d'abord, évidemment, j'ai fait mes études de 1980 à 1984 et obtenu mon brevet d'avocat en 1987. Donc j'ai continué à revenir à l'université pour les cours pendant le stage d'avocat. J'aimerais d'abord remercier mes professeurs de l'époque, dont je vais citer quelques noms. J'ai encore l'un ou l'autre livre de ces professeurs dans ma bibliothèque. Messieurs Aubert et Auer pour les droits constitutionnels, dont je les livre dans ma bibliothèque derrière moi, dans mon bureau. Messieurs Petit-Pierre, Graven, Poncet, Knapp, Lalive. Je remercie aussi particulièrement Maître Jacques Horstetter, qui était l'avocat chez lequel j'ai fait mon stage d'avocat, pas loin, rue de Candolle, et qui m'a aidé dans ma démarche pour m'inscrire pour mon année d'études post-graduate au Collège d'Europe à Bruges, qui fut mon tournant européen. Après ça, je suis allée travailler pendant 5 ans à l'AELE et ensuite, à partir de 1995, je suis devenue fonctionnaire européenne auprès du Conseil de l'Union européenne. Je me remercie enfin mes parents, Jeanne Blanchet, Maurice Blanchet, des figures de cette République. Ma mère qui fut institutrice pendant 40 ans
à l'école de Confignon et qui a, par exemple, entre autres, évité que l'autoroute de contournement ne traverse à ciel ouvert l'autoroute, la commune, et qui a fait enterrer dans un tunnel à grands frais cette autoroute. Et mon père, qui est artiste peintre, chef décorateur au Grand Théâtre de Genève, et qui a aussi été ce qu'on appelait à l'époque un naturaliste, c'est-à-dire un passionné de ce qu'on appelle maintenant l'écologie, et qui était très conscient déjà dans les années 70 du risque que nous prenions pour la planète, et qui a réintroduit les castors en Suisse. Merci beaucoup. Chère Madame Blanchet, je vous remercie de vos paroles et me réjouirai énormément de pouvoir vous revoir à Bruxelles pour célébrer un retour de notre pays dans le programme Horizon Europe. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, le fait que je me présente à vous en cette journée du Dies Academicus pour la 9e année consécutive pourrait donner l'illusion que nous vivons dans un monde immuable. Mais il n'en est rien. Et ça, c'est une petite allusion très subtile au dernier dièse de l'Université de Lausanne, cher Frédéric. Le monde change, cher Frédéric, à un rythme qui ne cesse de s'accélérer. On connaît la triste et anxiogène litanie des crises globales auxquelles nos sociétés sont confrontées. Urgence climatique, crise énergétique, doute sur les modèles de croissance souhaitables. Des crises géopolitiques et des guerres sans règles défigurent notre planète. De l'Ukraine au Haut-Karabakh, du Yémen au Soudan. Et nous sommes toutes et tous saisis par l'horreur de l'action terroriste subie par Israël et par les violences qui frappent les populations civiles sans échappatoire possible. Bien des lames de fond bouleversent notre paysage. Certaines, heureusement, peuvent paraître plus anecdotiques. Et pourtant, à cette même date, l'an dernier, personne ou presque n'avait entendu parler de ChatGPT. Aujourd'hui, le site compte plus de 100 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices et il a enregistré, pour le seul mois d'août, un total de 1,4 milliard de visites. Les bouleversements ne se cantonnent pas au monde virtuel. Le défi environnemental, je l'ai déjà cité, est au cœur de nos préoccupations. Les émissions de gaz à effet de serre atteignent un niveau inédit et nos réponses collectives, comme par exemple le doublement du nombre de véhicules électriques dans le monde entre 2020 et 2023, peuvent pour l'instant sembler bien dérisoires et voire même parfois contradictoires à l'aune de la durabilité, comme notre prix Nobel d'économie, Madame Duflot, l'a montré hier soir. Les tensions entourant le choix de nos modèles de société trouvent chez nous des expressions positives. La Suisse a ainsi rejoint, l'an dernier, la liste des 35 pays autorisant le mariage pour toutes et tous, une mesure impensable il y a seulement 10 ans. Pourtant, dans le même temps, le retour au pouvoir des talibans a banni les femmes afghanes de l'espace public. Et en Iran, leur situation reste sans issue après plus d'une année de contestation. Partout, les changements sont profonds, positifs parfois, souvent très préoccupants. Nous entrons dans un monde différent de celui que nous avons connu. Ces transitions peuvent susciter des craintes, mais elles doivent surtout stimuler notre imagination, notre capacité à construire un monde meilleur, à modifier nos fonctionnements et nos comportements. Le monde change, mesdames et messieurs. Le rôle et la responsabilité des universités dans cette phase de transition consiste précisément à anticiper les besoins de la société de demain, à créer aussi la confiance au sein de la population. Sur le plan politique, nous vivons une crise de la représentativité. Elle fragilise la démocratie. Les régimes autocratiques qui surgissent ou se renforcent un peu partout veulent en tirer parti et imposer leur modèle de gouvernement. Dans nos démocraties elles-mêmes,
une frange importante de citoyennes et citoyens délaisse les urnes et se tourne vers des modes d'engagement alternatifs. Certains sont prometteurs, d'autres éphémères, voire parfois contre-productifs. Mais tous traduisent un même besoin de changement. Des chercheuses et des chercheurs en sciences politiques de notre université tentent actuellement ces modèles, ces nouveaux usages démocratiques et ces nouvelles formes de gouvernance, de manière très concrète, en partenariat avec des collectivités locales et de l'Université de Zurich. Ces recherches posent les premiers jalons de la société démocratique de demain. Les portes de notre institution doivent, elles aussi, s'ouvrir au défi de la représentativité. Notre université a déjà doté d'organes participatifs et consultatifs qui sont attachés étroitement à sa gouvernance. Elle a introduit aussi, à l'instar de ce qui existe au niveau fédéral, le principe des consultations sur de nombreux sujets. Mais elle doit encore progresser pour permettre à chaque membre de sa communauté d'être force de proposition. Bien des initiatives récentes, notamment dans le domaine du développement durable, sont nées au sein même de nos associations universitaires et nous en sommes fiers. Ces expériences doivent, mesdames et messieurs, nous inspirer. Chaque innovation, chaque évolution, chaque défi impacte la cité comme l'université, qui en est l'une des expressions essentielles. Nous nous devons dès lors d'apporter des réponses pour notre institution comme pour le reste de la société. Fournir un cadre de réflexion, apporter les données objectives nécessaires à la prise de décision, telles sont les responsabilités fortes auxquelles notre université ne peut et ne doit pas se dérober. Le monde universitaire a été récemment marqué, comme le reste de la société, par l'irruption de l'intelligence artificielle générative. Elle questionne en profondeur le milieu éducatif en général. À nous d'intégrer cette nouvelle donne dans notre manière d'enseigner et dans notre manière d'évaluer. À nous de comprendre et d'expliquer ces nouvelles architectures pour les mettre au service de la société tout entière. En nous rappelant toujours qu'une révolution technologique ne se résume pas à des processeurs ni à des lignes de code, mais qu'elle nécessite aussi un cadre légal, un filet social, une prise en compte des besoins futurs de formation, une mise en perspective, en d'autres termes, dans le temps long, celui des universités. Nous devons offrir à toutes et tous une compréhension approfondie, nécessairement interdisciplinaire, de ces nouveaux outils pour en anticiper au mieux leurs usages futurs. Avancer ensemble, c'est aussi se soucier des autres. Les 2 années de pandémie que nous avons traversées ont révélé des fragilités, des situations matérielles, économiques et médicales incompatibles avec les exigences du travail universitaire. Un effort colossal a été mené avec l'aide de l'État et des partenaires privés pour enrichir et renforcer nos différents services de soutien à l'apprentissage et d'aide sociale et psychologique. Avancer ensemble, c'est aussi repenser notre campus pour qu'il réponde pleinement aux besoins de notre communauté. Les bâtiments existants sont réaménagés, à l'image d'Uni Dufour, où nous nous trouvons, qui accueille depuis cette rentrée académique l'ensemble des services proposés à nos étudiantes et nos étudiants, dans un cadre apaisé, offrant des places de travail, seuls ou en équipe, des espaces d'échange et de détente. Nous nous préparons aussi à répondre aux exigences de demain, avec le démarrage prochain du projet de centre en sciences physiques et mathématiques, et un nouveau bâtiment qui verra le jour près de l'Arve, et ceci grâce à nos autorités et des fondations qui nous soutiennent de manière exceptionnelle depuis de très nombreuses années. Nous aurons d'ailleurs bientôt l'occasion de présenter à la population notre vision, partagée avec nos autorités, d'un campus universitaire pour Genève à l'horizon 2032. Le paysage académique international traverse lui aussi, vous le savez, une période de transition, suscitant des opportunités inédites pour notre institution. Nous avons rejoint ainsi l'an dernier l'Alliance européenne For EU+, qui regroupe 8 des meilleures universités publiques du continent. La formation de demain sera certainement plus nomade, plus hybride, plus riche et de découvertes et de rencontres dans des environnements culturels et scientifiques différents.
Cela implique de mettre sur pied des programmes communs et des systèmes d'équivalence qui perfectionnent le mouvement initié il y a 20 ans dans le cadre du processus de Bologne. Hélas, dans le même temps, et vous le savez, la Suisse a fermé ses portes au programme Horizon Europe, le plus grand programme de recherche au monde, doté de quasiment 100 milliards d'euros. Elle est aujourd'hui plus isolée que jamais, depuis que le Royaume-Uni a, lui, trouvé une solution à cette impasse. Nous en sommes évidemment ravis pour nos collègues britanniques, mais très préoccupés pour notre pays et son avenir. L'Université de Genève, vous le savez, est entrée cette année dans le top 50 des meilleures universités du monde. Mais au-delà de l'excellence de ces classements, j'aimerais dire que l'université est d'abord une somme d'intelligence plurielle et exceptionnelle, déployée au service de la collectivité. Ce capital nous permettra de traverser ces moments de transition avec l'énergie et la confiance nécessaires, j'en suis certain. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Cela a été pour moi un immense privilège et un bonheur de tous les instants de servir l'Université de Genève et à travers elle, la cité qui lui permet de se développer et qui l'honore de sa confiance. J'ai le plaisir de passer maintenant la parole à Madame Anne Hitpold, conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Madame Anne Hitpold, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chères étudiantes et étudiants, Albert Einstein a dit un jour « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Eh bien, sachez que je retiens de cette citation que je pense être tout à fait saine d'esprit. En effet, la folie serait de ne rien faire, de ne rien changer et d'espérer que les choses changent d'elles-mêmes. Or, je m'inscris dans une toute autre démarche, celle de l'action pour que les choses changent, pour s'engager dans des transitions importantes notamment. En tant que membre du Conseil d'État du canton de Genève, en tant que ministre de l'Éducation, en tant que femme politique, j'ai à cœur d'être un moteur de changement et je crois fondamentalement à notre pouvoir de changer des choses, à notre échelle, chacun selon ses moyens. Ceci dit, j'ai aussi, à mon échelle, le devoir de garantir la stabilité des institutions, tout comme leur résilience face au changement. Notre monde est en perpétuel mouvement et nos institutions ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des socles de connaissances solides ancrés dans les faits. L'Université de Genève est un garant de l'esprit critique et forme les étudiants aux défis de demain. Telle une boussole, la science guide nos prises de décision au travers des transitions que nous devons traverser. Et force est de constater que la boussole que représente l'Université de Genève est particulièrement performante. Je salue ici les efforts quotidiens des chercheurs, des enseignants, du corps académique dans son ensemble, qui ont permis à l'Université de Genève de progresser de 13 places cette année dans le classement mondial des universités, le fameux classement de Shanghai. 49e rang mondial, c'est un classement absolument impressionnant.
et cela contribue grandement au rayonnement de Genève et de son excellence académique. J'ai également en tête la distinction remarquable et prestigieuse obtenue par M. Hugo Duminil-Copin, qui s'est vu décerner la médaille Fields en 2022. Je note d'ailleurs un point qui lie le Conseil d'État et M. Duminil-Copin. Tous deux s'intéressent de près aux transitions. M. Duminil-Copin, avec ses travaux portant sur la branche mathématique de la physique statistique, s'intéresse aux transitions de phase. J'ai compris, je crois, que cela faisait référence au changement brusque des propriétés de la matière. Le Conseil d'État, tout à fait humblement, inscrit son action dans la gestion des transitions, mais dans une perspective plus sociétale, bien sûr. Et dans le discours de Saint-Pierre, le nouveau Conseil d'État a en effet exprimé qu'il se sentait particulièrement concerné par les transitions. 3 transitions étaient spécifiquement identifiées comme fil rouge de l'action du Conseil d'État pour les années à venir. La transition démographique, la transition écologique et la transition numérique. Ces 3 transitions se retrouvent d'ailleurs dans les objectifs stratégiques prioritaires sur lesquels l'Université de Genève et le canton de Genève se sont entendus dans le cadre de la nouvelle future convention d'objectifs qui est en passe d'être finalisée pour les 4 prochaines années. En tant qu'actrice incontournable du développement social et économique de notre canton, l'université est prête à s'engager à renforcer l'importance et l'impact des recherches sur ces 3 grands défis planétaires que sont la transition énergétique, le vieillissement de la population et la transition numérique. Et au nom du Conseil d'État, je lui en suis très reconnaissante. Ce rôle que jouera l'Université de Genève dans la gestion de ces différentes transitions est proportionnel à sa place dans la cité, absolument centrale. Pour ma part, je me réjouis de pouvoir apporter le soutien de notre canton à notre université durant ces prochaines années. En ce jour de Dies Academicus, nous célébrons l'excellence académique, la recherche, l'innovation et la science. En tant que représentante du Conseil d'État, je suis très honorée d'avoir pu m'exprimer à l'occasion de cette journée officielle de l'Alma Mater. Et je me réjouis de pouvoir contribuer avec vous, avec le Conseil d'État dans son ensemble, aux défis que nous poseront les transitions à venir et surtout d'en saisir les opportunités. Je vous remercie. Madame la conseillère d'État, je vous remercie de vos paroles très chaleureuses. La prolongation de 9 mois de mon mandat m'aura procuré 2 grandes satisfactions. La première, vous l'avez mentionné, celle d'avoir pu vivre le fait que l'Université de Genève soit rentrée dans les 50 meilleures universités au monde. Et aussi le privilège, et c'est ma deuxième satisfaction, de pouvoir, Madame la conseillère d'État, collaborer avec vous pendant ces 9 mois de transition. Merci à vous. Avant d'ouvrir la phase dédiée à la remise des prix et médailles, je souhaite rendre hommage en images aux étudiantes et étudiants qui composent notre université. Nos premiers pas, à toutes et tous, dans le monde académique, commencent sur ces bancs. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes que vous découvrirez dans ce film représentent le présent et l'avenir. Nous sommes fiers de leur engagement, de leurs initiatives et de leur persévérance. Nous savons qu'ils et elles sauront relever les défis auxquels nos sociétés sont confrontées et apporter des projets dans un monde meilleur. Profitez de ces années si importantes dans votre vie et si constructives pour votre avenir. L'Université de Genève, c'est plus de 460 ans d'histoire. Mais qu'est-ce qui nous définit réellement? Nos découvertes scientifiques, bien sûr, notre enseignement, les prix et médailles de nos chercheuses et chercheurs et l'engagement quotidien de notre communauté vers l'excellence, nous plaçant parmi les meilleures universités des classements mondiaux. Quand on rembobine le film de ces succès, un point commun rassemble tous ces parcours d'exception. Les premiers pas en tant qu'étudiante et étudiant. Ces premiers pas, parfois hésitants,
jonchés de doutes et de craintes, et parfois tellement confiants, suivant chacun une trajectoire qui leur est propre. Il y a les personnes qui s'investissent pour les autres, en les défendant du mieux possible, en leur offrant des moments de partage et de découverte, en leur apprenant ce qu'on n'enseigne pas vraiment en cours. Toutes ces initiatives qui rendent notre institution si riche, si unique. Il y a aussi celles et ceux qui bousculent chaque jour les limites pour avoir un impact. Les limites de leur corps et de leur esprit, en démontrant une discipline à toute épreuve et une rigueur au quotidien leur permettant d'atteindre les sommets. Les limites sociétales permettant de changer les mentalités et de combattre certaines idées reçues. Les limites de la connaissance, les amenant à mettre au défi et faire évoluer les théories scientifiques. Les années estudiantiles, ce sont aussi ces moments anodins, ces rencontres inattendues qui marquent pourtant une vie. Ces personnes qui nous accompagnent durablement au-delà des années universitaires. Il n'y a pas un parcours estudiantin, mais un ensemble d'histoires singulières, une multitude de parcours qui forgent notre communauté. Cher Tess Arbet, si vous voulez bien me joindre. Mesdames et messieurs, le prix Valtard est décerné chaque année par notre commission sportive universitaire. Il récompense un étudiant ou une étudiante qui s'est distingué durant ses études, tant sur le plan académique que sur le plan sportif. Il renforce notre volonté de soutenir et d'accompagner les étudiants et les étudiantes qui ont une activité sportive de très haut niveau. Ces dernières années, ce prix a été décerné à Elisabeth Gerritsen, championne du monde de freeride et étudiante en relations internationales, Elise Chabet, championne de cyclisme et diplômée en médecine, et Randy Dobler, Ironman, qui a suivi un double parcours en relations internationales et en physique. Et c'est donc vous, Tess Arbet, qui avez reçu le prix Valtard de cette année. Vous avez achevé en bachelor en sciences biomédicales, en faculté de médecine, et vous poursuivez actuellement votre master dans la même discipline. Durant vos années de bachelor, vous avez participé aux Jeux olympiques de Beijing, inscrite dans les disciplines de slalom géant et de super G, et vous avez également participé au championnat du monde de Cortina. Membre de l'équipe de ski d'Irlande, la patrie de votre mère, depuis 2015, vous avez participé dans les disciplines du slalom à 5 championnats du monde et 2 Jeux olympiques. Vous faites du ski depuis l'âge de 2 ans et de la compétition depuis vos 6 ans. Dès lors, et vous le dites dans un entretien, vous ne renoncez jamais. Et comme en témoigne votre lettre de candidature, vous avez compris que si la combinaison d'un sport de haut niveau et d'études universitaires est un véritable défi, c'est également une leçon de vie qui vous servira pour votre avenir. Outre la gestion du stress et l'organisation que cela requiert, vous soulignez que votre carrière sportive internationale est nourrie par les valeurs olympiques, de l'excellence, de l'amitié et du respect. Et je vous cite, « Ces qualités et ces valeurs me seront d'une grande aide lorsque j'aborderai ma vie professionnelle après l'obtention de mon master en 2024. » Une anecdote illustre bien les difficultés rencontrées. Un vendredi après-midi, alors que vous alliez participer à une compétition de Super G le samedi. Vous vous êtes retrouvé en Italie sur une aire d'autoroute à passer un examen oral par visioconférence. Cette compétition a été décisive puisqu'elle vous a permis de vous qualifier pour les Jeux olympiques. Vous avez bien fait. C'est donc avec un immense plaisir que je vous remets aujourd'hui le prix Valtard 2023. L'Université de Genève est très fière de vous compter parmi ses étudiantes et ne doute pas un seul instant que les qualités requises pour ce double parcours vous promettent un très bel avenir.
d'abord, j'aimerais remercier la commission sportive de l'université de m'avoir choisi. C'est un très grand honneur pour moi de recevoir ce prix après tant d'autres étudiants sportifs d'exception. Cette double vie demande une très bonne organisation et bien sûr un grand nombre de personnes qui nous aident et nous encouragent au quotidien. J'aimerais donc remercier mes parents qui me soutiennent depuis que j'ai appris à marcher et skier, donc c'était à peu près en même temps, mon frère Maxime, mes coachs de ski et toute l'équipe enseignante en sciences biomédicales. Enfin, merci à ma voiture qui m'a si souvent servi de bureau, de bibliothèque et même parfois de salle d'examen pendant que je parcourais les routes à travers l'Europe pour mes compétitions de ski. Merci à tous. Cher Mara Graziani, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Actuellement assistante de recherche à l'Institut d'informatique de la HESSO Valais, ainsi que chercheuse chez IBM Research et à la Haute École des sciences appliquées de Zurich, vous êtes une spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez effectué votre bachelor sous le soleil romain à l'Université La Sapienza en 2015. Puis, vous vous êtes envolé pour l'Université de Cambridge afin d'y poursuivre un master en machine learning et machine intelligence, obtenu avec succès en 2017. Cette même année, vous avez rejoint l'Université de Genève pour effectuer votre thèse de doctorat en sciences informatiques, achevée et primée en 2021. Celle-ci portait sur l'interprétabilité de l'apprentissage profond pour l'analyse d'images médicales, en particulier dans le contexte de l'oncologie. Vos travaux, cher Mara, portent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accélérer la découverte scientifique, mais également sur des méthodes avancées d'évaluation de modèles qui incluent la fiabilité et la sécurité d'utilisation pour la société. Vos recherches participent à rendre plus transparent le fonctionnement de certains algorithmes désormais omniprésents dans nos vies. Vos directeurs de thèse, le professeur Henning Müller à la HESSO Valais et le professeur Stéphane Marchand-Maillet à l'Université de Genève, ne tarissent pas d'éloges sur votre engagement, votre rigueur, votre énergie, mais aussi sur votre créativité et votre ouverture d'esprit. Des qualités essentielles pour celui ou celle qui tente de repousser les limites de la connaissance dans une discipline scientifique. Nous citerons aussi votre force de proposition et votre disponibilité pour les étudiantes et étudiants. Tout cela vous a notamment amené à être nominé par le journal Le Temps en 2021 comme l'une des 100 personnalités faisant avancer la Suisse romande. Pour toutes ces raisons, l'Université de Genève est particulièrement fière, cher Mara, de vous décerner aujourd'hui le prix Latsis. Félicitations. Wow. Well, c'est pour moi un immense plaisir de recevoir ce prix. Et je pense que c'est vraiment un symbole de l'enthousiasme que j'ai mis dans mon travail de recherche, mais surtout le support des très mousquetaires, je les appelle comme ça, qui sont Vincent, Henning et Stéphane, puisqu'ils m'ont vraiment aidé pendant mon parcours. Et si j'ai un message pour les générations futures, donc pour tous les jeunes, c'est vraiment de chercher l'innovation, de rester curieux, mais surtout de penser à l'innovation comme quelque chose qu'on peut utiliser au service de la société. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Cher professeur Cravate, je vous prie de me rejoindre sur scène. Aujourd'hui, titulaire de la chaire Gilula de biologie chimique et professeur au département de chimie et à l'Institut Skaggs de biologie chimique du Scripps Research Institute, vous avez démarré votre parcours par une licence en biologie et une autre en histoire, toutes deux obtenues à l'Université de Stanford en 1992.
4 ans plus tard, vous avez obtenu un doctorat en structure macromoléculaire et cellulaire et en chimie au Scripps Research Institute. Et depuis, grâce au caractère exceptionnellement novateur de vos recherches, vous êtes devenu une figure centrale et incontournable du domaine. Votre approche innovante et multidisciplinaire a révolutionné notre compréhension de la fonction enzymatique et ouvert la voie au développement de nouvelles cibles thérapeutiques. Votre travail de pionnier dans l'analyse du protéome, c'est-à-dire de l'ensemble des protéines exprimées à un moment donné dans une cellule, et en particulier dans le développement de la technologie protéomique chimique, connue sous le nom de Activity-Based Protein Profiling, a transformé notre capacité à étudier la fonction des protéines directement dans les systèmes biologiques natifs. En utilisant des sondes chimiques pour mesurer l'activité enzymatique, vous avez fourni aux chercheurs et aux chercheuses un outil puissant qui permet d'évaluer simultanément l'activité de toutes les enzymes d'une cellule et ainsi identifier des cibles médicamenteuses à l'échelle globale. Vos travaux ont permis une compréhension plus approfondie des mécanismes moléculaires sous-jacents aux maladies humaines, incluant le cancer et les troubles neurologiques. Ces travaux ont été maintes fois récompensés, notamment en 2004 par le prix Eli Lilly de chimie biologique, en 2014 par le prix Merck de la Société américaine de biochimie et de biologie moléculaire, en 2015 par le prix international Sato Memorial de la Société pharmaceutique du Japon, en 2018 par le prix Outstanding Investigator de l'Institut national du cancer, en 2019 par le prix Jeremy Knowles de la Société royale de chimie, en 2022 par le prix Wolf de chimie. Tout ceci sans oublier votre élection à l'Académie nationale des sciences des États-Unis en 2014 et l'Académie américaine des arts et sciences en 2016. Par ailleurs, vous êtes non seulement un leader de la recherche dans votre domaine, mais également un mentor dévoué. Et en effet, vous avez formé de nombreux étudiantes et étudiants, boursiers, boursières, doctorants, postdoctorants, aujourd'hui à la pointe de leur domaine. Pour l'ensemble de ces raisons, cher Benjamin Cravatte, l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner aujourd'hui le prix mondial Nessim Habif 2023. To thank the University of Geneva for this special honor. I'm both privileged and humbled. I would also like to thank the many outstanding graduate students, postdoctoral fellows, and scientific collaborators with whom I've had the privilege to work over these many years. This is really a tribute to their ingenuity, creativity, passion, and persistence to tackle problems at the interface of chemistry, biology, and medicine. Merci. Cher Christian Brunier, cher Marcel Ruegg, cher Pierre Müller, cher Martin Patel, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. La médaille de l'innovation de l'Université de Genève récompense cette année le 10e anniversaire de la chaire en efficience énergétique et plus de 25 ans de fructueuse collaboration entre notre université et les services industriels de Genève. Il y a 10 ans, lorsque vous avez été recruté pour incarner cette chaire, vous disiez, cher Martin, « Il est temps de mettre la transition énergétique à l'agenda des différentes parties prenantes. » Et vous ajoutiez, « Berceau de la gouvernance globale, la cité de Calvin a l'étoffe d'ambassadeur de la transition énergétique en Suisse et en Europe. » Et c'est ce que vous vous attachez à faire collectivement depuis plus de 10 ans, faire évoluer la connaissance et les pratiques dans le domaine des systèmes énergétiques. Et ceci à différents niveaux, local, national, international, mais également dans la recherche, dans l'enseignement et dans les services à la communauté. Une telle collaboration, dédiée à l'efficacité énergétique, est aujourd'hui indispensable
mais reste encore trop rare au niveau mondial, et sûrement car elle est difficile à mettre en place. Elle a été rendue possible ici grâce à une exceptionnelle synergie entre deux partenaires. D'un côté, les SIG, qui occupent une position de leader dans la transition énergétique, avec un fort accent mis sur l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et de l'autre côté, l'Université de Genève, reconnue pour sa recherche interdisciplinaire dans le domaine de l'énergie, reliant la physique et l'ingénierie à l'économie, aux sciences sociales, aux sciences de l'environnement et à bien d'autres disciplines. Au-delà des institutions, un tel partenariat nécessite des personnes engagées. Christian Brunier, vous étiez le tout nouveau directeur général des SIG lorsque nous avons inauguré cette chaire. Avec Marcel Rueg à vos côtés, vous avez soutenu ce projet depuis ses débuts. Pierre Olmüller, vous dirigez le groupe de recherche système énergétique à l'Université de Genève. Et quant à vous, cher Martin, vous incarnez cette chaire depuis 10 ans via des recherches combinant efficacité énergétique, énergie renouvelable et stockage de l'énergie. Pour toutes ces raisons, cher Christian, cher Marcel, cher Pierre et cher Martin, l'Université de Genève est fière de décerner une médaille de l'innovation, la médaille de l'innovation à la chaire en efficience énergétique et à la collaboration entre nos deux institutions. Bravo à vous. Merci beaucoup. L'efficience énergétique est le parent pauvre de la transition énergétique et sa grande sœur, l'énergie renouvelable, étant clairement plus sollicitée. Mais ces deux sœurs doivent collaborer. Et donc, le type de partenariat que nous avons avec les SIG nous aide à créer des collaborations et à faire avancer ensemble la recherche, l'innovation, l'enseignement et, in fine, la transition énergétique. Ce partenariat a une très grande valeur pour les trois groupes du domaine d'énergie dans l'université, à savoir le groupe système énergétique dirigé par Pierre Olmüller, le groupe énergie renouvelable dirigé par la professeure Troutnevité et mon groupe en efficience énergétique. Je remercie les SIG et ainsi que le rectorat et la faculté des sciences pour leur vision et leur soutien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous trois, à vos équipes, aux étudiants et étudiantes aussi. Vous savez, quand le Covid a montré son nez, la planète s'est arrêtée. Et des moyens gigantesques, comme jamais, ont été décidés, tant en termes humains qu'en termes financiers. Aujourd'hui, on a un défi bien plus grand, qui s'appelle l'urgence climatique. Et malheureusement, l'inaction règne. Alors que nous avons les vaccins, les traitements, les solutions, nous avons les solutions. Il faut les utiliser. Il faut que le monde se mette en crise pour aborder ces défis-là. Et parmi ces défis-là, une des solutions, c'est l'efficience énergétique. L'efficience énergétique, ça permet de diminuer l'empreinte écologique de chacun, ça permet de diminuer les factures et ça permet de créer de l'emploi. Alors agissons pour les générations futures. Merci de votre engagement. Cher Yves Oltramar, chère Marie-Gabrielle Cajoli, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Cher Yves, c'est une très grande joie de vous honorer aujourd'hui,
ainsi que la Fondation Yves et Inès Ultramar, représentée par sa présidente Marie-Gabrielle Cajoli. Il ne faut pas y voir un effet du hasard, car l'esprit humaniste qui caractérise la Fondation et vous-même, Yves, curieux de toutes les différences qui font notre monde, mais soucieux en même temps de ne jamais oublier l'université, l'universel et l'humanité. Eh bien, cet esprit humaniste correspond pleinement à ce que notre université veut faire vivre à travers le temps. Ce que nous saluons également aujourd'hui, c'est un souci du proche et du lointain, l'attention à la culture, mais aussi à la précarité sociale, l'intérêt pour ce qui relève du scientifique, mais aussi pour tout ce qui touche aux œuvres d'art et à la beauté. Cette ouverture du regard a toujours caractérisé la Fondation sans jamais la faire tomber dans un éclectisme superficiel. Au contraire, il faut souligner, selon le mot de Bernard Fulcius, un ancien recteur de notre université, votre volonté que le domaine soutenu sorte grandi et que le don ne reste pas un acte sans lendemain. Cette volonté de construire dans la durée s'est manifestée au travers de nombreux projets. Mais aujourd'hui, je souhaite évoquer un projet particulier, celui qui nous a rassemblés récemment, le programme à ciel ouvert, Sciences et Spiritualité de notre faculté de théologie, que la Fondation Yves et Inès Ultramar soutient pleinement. Il rend possible l'expérience enthousiasmante de rencontres et de recherches interdisciplinaires où les sciences humaines et les sciences dites dures dialoguent à propos des questions les plus énigmatiques et les plus fascinantes de notre quotidien, qui sont: quelle est l'origine de la vie? Quels ont été les éléments déclencheurs de la naissance de l'univers? Sommes-nous la finalité du processus de création ou un élément parmi d'autres? Autant de questions existentielles et spirituelles abordées dans le contexte d'une quête de sens sur l'origine et la destination de la vie. Ce programme se développe autant sur l'axe de la recherche et de la formation que sur celui du dialogue avec la cité, avec des conférences de grand rayonnement ouvrant les esprits sur des questions majeures à la frontière entre science et spiritualité. Par des discussions et des réflexions interdisciplinaires, ce programme a pour objectif de nous permettre d'appréhender et de comprendre le monde qui nous entoure. C'est donc le passé, le présent et certainement l'avenir que l'Université de Genève entend célébrer en saluant l'œuvre de la Fondation Yves et Inès Ultramar et de Yves Ultramar, un humaniste qui traverse le temps, ouvert sur les 1001 facettes du monde. Notre université est ainsi particulièrement fière de leur remettre aujourd'hui la médaille de l'université. Inutile de vous dire que cette médaille me touche profondément. Évidemment, elle m'honore. Et elle m'honore d'autant plus qu'elle honore aussi quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est la transmission du savoir. Le savoir n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. C'est quelque chose que on transmet aux nouvelles générations pour arriver dans les fantastiques défis qui les attendent, avec la transition dont on vient de parler, je dirais même devant la mutation du monde devant lequel ils vont se trouver, pour arriver à ce qu'ils trouvent un sens à cette mutation, un sens à la vie et peut-être une source d'espérance. Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Cajoli. Cette médaille,
c'est une précieuse reconnaissance, bien sûr, mais c'est également et surtout un formidable encouragement. Et c'est au nom des membres du conseil de la Fondation Yves et Inès Oltramar que j'exprime la profonde gratitude au rectorat pour cette reconnaissance, ainsi qu'à la faculté de théologie pour sa confiance dans ce partenariat, ainsi, sans oublier nos collègues astronomes du département d'astronomie de l'Université de Genève, qui nous permettent d'aller percer un peu du mystère des étoiles pour éclairer notre destinée sur Terre. Merci. Vous les avez entendus au tout début de la cérémonie. Nous avons le plaisir maintenant de les accueillir à nouveau sur scène avec un duo qui représente bien la thématique choisie pour la cérémonie du Dies Academicus, celle de la transition, en l'occurrence la transition intergénérationnelle. Nous aurons le plaisir d'entendre 3 extraits de 5 pièces pour 2 violons et piano de Dimitri Shostakovich. Je vous pourrais peut-être de laisser ces 3 morceaux s'écouler avant vos applaudissements nourris et bien mérités. Ils seront joués par M. Peter Chaba, chef d'orchestre, violoniste et chef invité permanent de l'Orchestre symphonique de Budapest, mais aussi titulaire de la Légion d'honneur. Et sa fille, Mme Anna Chaba, violoniste soliste, diplômée de la Haute École de musique de Genève et de la Hochschule für Musik und Tanz de Köln en Allemagne. Et pour les accompagner au piano, Mme Serika Saito. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir donné ainsi à entendre la complicité familiale, mais aussi la transmission du savoir entre père et fille. Merci infiniment. Secrétaire générale d'Amnesty International, Madame Agnès Callamard est une figure centrale de la défense des droits humains. Vous avez été notamment, Madame Callamard, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Vous avez également dirigé le Global Freedom of Expression à l'Université de Columbia, à New York, et vous avez été directrice exécutive de l'Organisation de la défense de la liberté d'expression. Militante antiraciste, défenseuse de la liberté d'expression et engagée depuis très longtemps contre toutes les formes de discrimination, vous incarnez, Madame Callamard, les valeurs que nous défendons dans notre université. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui comme invité d'honneur de notre Dies Academicus. Madame Callamard, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le recteur, représentante et représentants de l'université, représentants cantonales, mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants. Nous sommes dans un monde en transition, en mutation même, le résultat de menaces, de défis qui se chevauchent et s'entremêlent, la crise climatique, les pandémies, de profondes inégalités qui grandissent entre et au sein des États, les superpuissances se disputant l'hégémonie au prix de la multiplication des conflits, et la dernière des révolutions industrielles centrée sur l'intelligence artificielle qui pourrait tout chambouler, même ce que signifie être humain. Une révolution que nous ne semblons pas bien comprendre et encore moins contrôler. C'est une instabilité de force 10 sur l'échelle de notre histoire humaine. Une instabilité qui génère des souffrances et des violations sans précédent. L'Éthiopie, le Soudan, la Birmanie, l'Afghanistan, l'Iran. Et en février l'année dernière, la Russie a envahi l'Ukraine, déchaînant la destruction sur un peuple et un pays en paix. Et ce week-end passé, le groupe armé Hamas a mené une attaque sanglante contre des civils israéliens. Les autorités israéliennes ont répondu en pilonnant la bande de Gaza par des frappes aériennes. Ailleurs, nous assistons à la montée des autoritarismes, les lois liberticides qui se multiplient, des récits toxiques qui déshumanisent des communautés entières, la haine, l'égoïsme des nantis et des puissants, ignorant leurs responsabilités. Rappelez-vous le nationalisme vaccinal des pays occidentaux durant la pandémie du Covid. Alors que faire ? Devons-nous baisser les bras devant ce déchaînement infernal ? Devons-nous nous laisser contrôler par cette colère grandissante que beaucoup d'entre nous ressentent ? Quelle réponse apporter ? Cette année 2023, nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, née des cendres de la Seconde Guerre mondiale. La puissance des idéaux de cette déclaration a libéré une force bien au-delà du contrôle des nations qui avaient participé à sa rédaction. Une force que des peuples ont utilisée pour demander leur indépendance des pouvoirs coloniaux, leurs droits civils contre la ségrégation, la fin de l'apartheid, l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes confrontés à des scénarios désastreux à l'échelle mondiale et aux conséquences épouvantables. Pouvons-nous penser une justice mondiale pour notre XXIe siècle ? Aurons-nous le courage, le bon sens, la générosité de le faire sans une troisième guerre mondiale ? Devons-nous être les témoins d'autres holocaustes ou d'autres bombes atomiques avant de réfléchir et de mettre en œuvre une nouvelle justice pour le XXe siècle ? Ou serons-nous semblables à cette génération des années 1930, fermant les yeux alors que l'abysse
se creuser devant elle. Il a fallu une vision pour penser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a fallu du courage pour transformer l'histoire avec elle. Moi, j'ose imaginer que nous en sommes encore capables. Je le vois et je l'entends, en fait, partout où je vais. Cette vision d'un autre monde, ce courage de le demander, de le gagner. Et la Déclaration universelle nous met au défi de penser à l'offensive. C'est notre héritage. Elle nous chuchote, elle nous crie, résistons aux attaques et supercheries, à la haine, aux mensonges, aux vendeurs de miracles. Défions l'inaction climatique, défions la complaisance et la complicité qui se payent en prisonniers politiques, en assassinats de journalistes. Perturbons la construction d'un nouvel ordre mondial qui semble reproduire en pire les privilèges et les injustices historiques. Perturbons les investissements dans l'industrie des combustibles fossiles. Perturbons, pour y mettre un terme, aux activités qui détruisent la nature et portent atteinte aux droits des générations présentes et futures. Construisons une autre vision de la croissance, imaginons de nouvelles relations entre la planète, la nature et l'humain, et transformons nos démocraties, nos sociétés et nous-mêmes. Nous pouvons, nous devons bâtir des leaderships, des institutions, des systèmes audacieux et visionnaires, capables de protéger notre planète, capables de protéger nos droits, capables de protéger l'humain pour les générations présentes et pour les générations futures. Devenons ensemble une génération 2048 qui imaginera et donnera vie à un nouvel avenir, à votre avenir. Donnons un sens humain à ces mutations. Loin, très loin de l'abysse. Merci. Chère Agnès Calamard, vos paroles ont été ressenties très fortement dans l'auditoire, les applaudissements en témoignent. Espérons que ces paroles fortes, cet engagement de tous les jours, de tous les instants, puissent effectivement transformer le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que votre énergie est vraiment une énergie pour l'ensemble de la planète. Merci infiniment. Nous passons maintenant à la remise des doctorats honoris causa. Cher professeur John Barclay, je vous prie de nous rejoindre sur scène. Parmi l'une des valeurs importantes dans ce monde en transition, il y a le don. Au début déjà de son œuvre sur les bienfaits, Sénèque en parlait en prenant l'allégorie des trois grâces qui se tiennent par la main comme une allégorie. L'une offre le don, l'autre le reçoit et la troisième le retourne à l'initiatrice du cercle qui devient ainsi un cercle vertueux. Une image évocatrice du mouvement du don, de son surgissement et de sa dynamique positive. Et le professeur John Barclay représente en lui-même également dans son œuvre cette dynamique du don qu'il a contribué à analyser de manière tout à fait originale et interdisciplinaire. Cher John, vous l'avez analysé en 2015 dans une œuvre magistrale qui fait mémoire déjà de plus de 650 pages, Paul and the Gift, devenu incontournable. Vous nous montrez comment le don est déjà présent dans la culture gréco-romaine, se développe ensuite dans le christianisme ancien et jusqu'à aujourd'hui, vous avez traversé plusieurs époques. Cher John Barclay, vous êtes depuis 2003 professeur au département de théologie de religion de l'université de Durham et l'un des plus éminents chercheurs
à la fois dans le domaine de l'exégèse, du Nouveau Testament, du judaïsme antique et du christianisme naissant. Vous êtes formé à la fois en lettres classiques et en théologie. Vous êtes un homme qui a fait des ponts, qui transmet, puisque vous avez travaillé sur l'éthique et que vous êtes à présent dans l'exégèse. Vous êtes allé d'abord à l'université de Cambridge au début de votre carrière, où vous vous distinguez par une importante recherche sur l'histoire du judaïsme de la diaspora, d'Alexandre le Grand à Trajan, en Méditerranée, ainsi que par votre grand commentaire de l'historien et philosophe juif Flavius Joseph, qui était à l'époque peu analysé. Et puis depuis 2003, à l'université de Durham, vous ajoutez aux recherches sur le judaïsme antique une branche nouvelle, l'histoire sociale du christianisme ancien. Vos compétences de chercheur s'allient à vos qualités pédagogiques. Vous vous êtes beaucoup investi dans la relève sur le plan international, en accompagnant un très grand nombre de projets de thèse, en participant aux travaux de votre université et de sociétés savantes, président de la Society of New Testament Studies et, depuis l'année dernière, membre de la British Academy. Notre faculté se réjouit de cette collaboration avec votre personnalité généreuse, pleine d'humilité et d'humour, et vous êtes un homme de débat, d'énergie et de créativité. Et je pense qu'en particulier, cette réflexion interdisciplinaire que vous menez a un avenir en ce temps de transition. Vous êtes tout à fait dans la ligne de ce que l'université peut nous apporter de meilleur, humaniste, généraliste, jetant des ponts avec d'autres disciplines. Nous sommes fiers et heureux de partager cela avec vous. Et pour toutes ces raisons, l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner le titre de docteur honoris causa. C'est pour moi un immense honneur de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université de Genève. Cette université de renom mondial, et je dois avouer que vous avez dépassé mon université dans les classements. Félicitations. Cette université a une longue histoire très riche de l'étude de la théologie depuis les débuts de cette science. Je remercie le recteur ainsi que mes amis et collègues de la faculté de théologie. Merci de m'avoir admis à cette tradition très vibrante. Merci beaucoup. Cher professeur Novec, je vous prie de me rejoindre sur scène. Actuellement professeur à la Northeastern University de Boston, où vous dirigez le Burness Center for Social Change, vous avez été auparavant professeur à Yale, Stanford et NYU. Par votre parcours et vos contributions académiques et sociétales, chère Beth, vous incarnez les études globales. Vos études universitaires débutent à Harvard par un bachelor en études sociales, complété d'un master en littérature comparée. Vous passez également par Oxford avant l'université d'Innsbruck, où vous obtenez, à 23 ans, un doctorat en sciences politiques et en études germaniques. Puis peu après, un doctorat en droit de Yale University, où vous commencerez votre carrière professorale avant de rejoindre la faculté de droit de Stanford, puis la New York University NYU. Vous resterez bien à NYU, mais pas à la faculté de droit, puisque vous rejoignez la Tandon School of Engineering, au sein de laquelle vous créez, parmi plusieurs autres plateformes qui combinent technologie informatique et engagement civique, le GovLab, un
laboratoire de recherche scientifique et citoyenne pour améliorer la gouvernance participative. D'ailleurs, au vu du succès de l'expérience, vous êtes appelé en 2009 par Barack Obama à rejoindre la Maison-Blanche où vous créez l'Open Government Initiative, projet phare de l'administration Obama. Vous serez d'ailleurs ensuite appelé dans des fonctions similaires par David Cameron au Royaume-Uni et Angela Merkel en Allemagne. Et bientôt par le gouvernement genevois. Ainsi, outre la maîtrise de nombreux champs classiques du savoir, on l'a entendu, vous êtes aussi une spécialiste des enjeux de la transformation numérique et de l'usage de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement de leur utilisation en vue d'une protection renforcée des libertés fondamentales et d'une amélioration de la participation démocratique. Par votre contribution effective aux transformations sociétales, par vos publications qui font référence et votre approche résolument interdisciplinaire, vous abordez avec autant d'audace que de rigueur académique les enjeux de gouvernance auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines. En 2018, nous avons essayé de créer ensemble un Joint Master in Governance Design. La différence de modèle économique entre nos universités respectives n'a pas permis de trouver un accord sur les frais d'écolage des étudiants. Mais de ce projet échoué est né un nouvel élan pour le développement des études globales à l'Université de Genève. Pour toutes ces raisons, chère Beth, l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Cher recteur, cher Nicolas, professeur Levrat, je voudrais remercier l'Université de Genève pour cet immense honneur. It is a great honor to be here. C'est un grand honneur que d'être parmi vous et pour moi ce doctorat est un hommage à l'Institut des études globales, ces études pionnières, et d'avoir mis au centre de l'éducation l'étude non seulement des livres, mais le livre du monde. Nous devons relever les défis énormes de la société d'aujourd'hui et vous avez réussi à mettre cela au centre de la réflexion sur l'éducation. Pour cela, je vous suis très reconnaissante et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Cher Jean-Christophe Bailly, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Écrivain tout à fait original dans notre époque, vous êtes une figure majeure de la littérature contemporaine. Depuis près de 40 ans, vos livres nous adressent avec force leurs questionnements sur l'image, la peinture, la photographie, mais aussi sur les paysages, la ville et ses mutations, et bien entendu sur les langages, les pouvoirs et aussi ses pièges. À la fin d'une conférence de 2016, publiée avec le titre « La magie du livre », vous écriviez « De la même manière qu'il existe une biodiversité, le bonheur de toutes les différences et de toutes les formes de vie qui font la vie, il y a le bonheur et la nécessité de tous ces livres qui nous promènent dans le monde, chacun à leur manière, pour notre plaisir. C'est au nom de la nécessité du bonheur des promenades dans le monde que l'acte de la lecture et la passion de la connaissance permettent que l'Université de Genève vous célèbre aujourd'hui, en mettant à l'honneur la littérature et sa façon de repenser les mondes. Après avoir traversé les multiples turbulences intellectuelles de la deuxième moitié du XXe siècle, vous avez donné au siècle nouveau le modèle d'une écriture qui fait bouger les lignes et désenclave les disciplines, sans jamais faire l'économie de la valeur pour nous fondamentale de la complexité. Vos livres qui nous promènent dans les mondes, cher Jean-Christophe,
ont en commun ou même attention à toutes les formes de vie qui font la vie. Cet intérêt pionnier pour ce qu'aujourd'hui on appelle les vivants vous rend l'un des intellectuels les plus influents aux yeux des nouvelles générations qui trouvent dans des livres comme Les versants animales ou Les partis pris des animaux des vraies bréviaires pour nos temps difficiles. La ville de Genève vous a accueilli à plusieurs reprises dans le cadre des activités du département des langues et des littératures françaises ou à l'occasion du festival Histoire et Cité. Mais elle appartient aussi à votre imaginaire, associé à Rousseau comme une ville fermée par ses murs et ses portes, ou bien au contraire comme ville ouverte et sensible, traversée par la puissance du Rhône, qu'on éprouve, je vous cite, là où l'élément finit et a l'air de vouloir se déverser, donnant au quai des allures des pontons, posés sur un lit de bulles fouillantes. Pour toutes ces raisons, cher Jean-Christophe, la faculté des lettres de l'Université de Genève est particulièrement heureuse de vous décerner les titres de docteur honoris causa. Merci beaucoup. Je suis ému et aussi très très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis assez éloigné du monde universitaire, du monde académique. Et à travers moi, c'est secondaire, mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la littérature, disons la recherche qu'est la littérature, c'est-à-dire l'effort pour faire que le langage se maintienne comme l'outil central de la résonance qui est honoré d'une certaine manière, puisque par rapport à ce qui se constitue comme savoir, par rapport à ce qui se constitue comme maîtrise, la littérature n'est rien, mais dans ce rien, elle maintient que la vérité soit quelque chose qu'on ne peut jamais détenir, mais toujours rechercher, et en ayant toujours à l'esprit le fait qu'elle est fuyante. Voilà, je vous remercie. Cher professeur Duflo, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Titulaire de la chaire Abdul Latif Jamil de lutte contre la pauvreté et d'économie du développement au Massachusetts Institute of Technology, où vous avez obtenu votre doctorat en 1999, après des études d'histoire et d'économie à l'École normale supérieure de Paris, vous êtes l'auteur de nombreux travaux novateurs. Vos recherches analysent sous l'angle économique le quotidien des personnes défavorisées afin de concevoir et d'évaluer des politiques et programmes sociaux. Votre engagement envers les autres, cher Esther, a commencé très tôt. Vous aidiez vos camarades de classe à faire leurs devoirs. Puis vous vous êtes engagé en tant que bénévole dans des soupes populaires et dans une prison. C'est là que vous vous êtes donné pour mission de comprendre et d'apporter des réponses académiques et politiques aux problématiques liées à la pauvreté. Après un brillant parcours académique, vous avez confondé avec Abhijit Banerjee, Sendhil Mullainathan et le soutien de Bengt Holmström, alors directeur du département d'économie du MIT, l'Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, le JPAL, en 2003. L'accent mis par le JPAL sur les essais contrôlés, randomisés et la diffusion des politiques a révolutionné l'économie en mettant en lumière des relations de cause à effet et en proposant des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté dans des domaines tels que l'émancipation des femmes, l'éducation, la représentation politique, la microfinance et l'environnement.
Avec Abhijit Banerjee, vous avez notamment écrit Poor Economics, a Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, le livre d'affaires de l'année du Financial Times et de Goldman Sachs en 2011, et Good Economics for Hard Times, l'un des livres de l'année de The Economist en 2019. Ces deux ouvrages ont été traduits dans plus de 20 langues. Vous avez reçu nombreux prix, tels que le premier prix international Calvo Armoniol et la médaille Jean Bates Clark en 2010, le prix Princesse des Asturies en 2015 et le prestigieux prix Nobel d'économie en 2019. Cher Esther Duflo, vous avez formé et inspiré de nombreuses étudiantes et étudiants et comblé le fossé entre la théorie économique et les solutions pratiques. Imaginons l'économiste comme un plombier, montrant comment une bonne économie peut être transformatrice dans un monde imparfait. Pour toutes ces raisons, l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, chers étudiants, chères étudiantes, chères familles, c'est un grand honneur de recevoir ce doctorat honoris causa aujourd'hui, mais hélas, cette belle journée intervient dans un moment difficile pour le monde. Nos cœurs saignent pour les victimes civiles israéliennes et palestiniennes. Ils saignent pour les Ukrainiens, les Arméniens chassés du Nagorno-Karabakh, les Rohingyas réfugiés au Bangladesh, les Soudanais, et tous ceux qui ont perdu leur maison ou leur vie à cause de leur religion ou leur appartenance à un groupe ethnique. Et plus généralement, ils saignent parce que le monde ne fait pas assez de progrès dans la lutte contre la grande pauvreté. L'Assemblée générale des Nations unies s'est tenue à New York du 18 au 26 septembre, et à cette occasion, un sommet pour les objectifs du développement durable s'est également tenu, à mi-parcours entre la déclaration de 2015 où ils avaient été adoptés et 2030, la date butoir où les objectifs devraient être accomplis. C'est un moment pour prendre acte des progrès, mais également du chemin qui reste à faire. En 2015, donc, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté 17 grands objectifs, 169 targets et 232 indicateurs que les pays du monde s'étaient engagés collectivement à atteindre d'ici 2030. C'est beaucoup d'objectifs, probablement un peu trop, mais ces objectifs couvrent dans l'ensemble les différents aspects du développement humain, la pauvreté, la nutrition, la mortalité, l'éducation, etc. Hélas, pour la plupart d'entre eux, au rythme actuel, ces objectifs ne seront pas atteints. Le monde a dérapé pour de nombreuses raisons, notamment la pandémie et les crises qui ont suivi, en particulier la forte inflation des prix des denrées alimentaires et la crise de la dette due à l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe pour lutter contre la dite inflation. Ainsi, en 2019, il y avait 659 millions de gens vivant dans la pauvreté extrême, c'est-à-dire avec moins de 2 $ par jour et par personne, un peu plus de 8,5% de la population mondiale. Les Nations unies estiment que la pandémie a poussé environ 70 millions de gens dans la pauvreté, et depuis, les progrès ne sont pas rapides. Au rythme actuel, il pourrait rester plus d'1 demi-milliard de gens dans les pauvretés extrêmes en 2030. De même, après de gros progrès jusqu'en 2015, le déclin de la mortalité maternelle s'est fortement ralenti. Au rythme actuel, on attendrait 138 femmes mortes en couche pour 100 000 naissances en 2030, 2 fois plus haut que l'objectif. Et malheureusement, de grands dangers se profilent à l'horizon. Le changement climatique, qui est principalement causé par les émissions dues aux habitudes de consommation des citoyens les plus riches du monde, en particulier en Europe et aux États-Unis, menace des vies dans les pays les plus pauvres. Selon certaines estimations, si la trajectoire actuelle de croissance des émissions n'est pas inversée, l'augmentation des températures pourrait à elle seule causer plus de décès dans les pays pauvres d'ici 2100 que toutes les maladies infectieuses réunies aujourd'hui. Et cela ne tient même pas compte des catastrophes environnementales.
Face à ces nouvelles, il est facile de se décourager et de penser qu'il n'y a rien à faire. Mais ce serait une erreur, car nous avons déjà accompli tant de choses. En 30 ans, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, l'extrême pauvreté ont été divisées par 2. Ce n'est pas assez, comme je le disais, mais c'est déjà beaucoup. Et comment ces progrès ont-ils été réalisés? Tout simplement parce que les pays, les citoyens, les activistes ont décidé de se concentrer sur des objectifs précis, d'y consacrer de l'énergie, de l'argent, de tâtonner jusqu'à ce que la bonne solution soit trouvée. Ce n'est pas la croissance économique qui sauve la vie des mères, mais le fait de s'assurer que les accouchements ont lieu dans des centres de santé et que les signes d'hémorragie sont pris en compte rapidement. Même un pays pauvre comme Malawi, par exemple, peut faire de très grands progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle, et c'est un pays qui a fait le plus de progrès dans ce domaine, bien que la croissance économique était quasiment plate. Nous devons continuer, problème par problème, étape par étape, à déterminer ce qui fonctionne et à l'étendre. Il n'y a pas de raccourci, il reste beaucoup à faire. De même, la lutte contre le changement climatique ne sera pas gagnée en une grande bataille, mais par une multitude d'actions. Une entreprise qui promet une réduction nette de ses émissions n'ira nulle part si elle ne sait pas comment réduire ses propres émissions, ou alors quels sont les projets qui valent réellement des crédits carbone qu'elle pourrait acheter. Mais une équipe unigère a pu travailler avec des agriculteurs pour augmenter l'absorption d'eau dans les terrains fortement dégradés, simplement en creusant des trous sous la forme magnifique de demi-lune, une technologie très bon marché. Un autre projet en Inde a réduit la pollution en permettant aux entreprises d'échanger des crédits d'émission. L'organisation bangladeshi BRAC a mis au point et testé dans de nombreux pays un programme de dons de capital productif aux familles les plus pauvres qui permet de les faire sortir de la pauvreté de manière durable. Ce programme a déjà été mis en place à grande échelle dans plusieurs pays et pourrait être généralisé. Ce ne sont que quelques exemples de multiples d'exemples qui ont été découverts au fil des 30 dernières années. Où cela nous mène-t-il? Et particulièrement important, où cela vous mène-t-il, vous, les étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui? Il n'y a pas de problème trop petit ou trop insignifiant pour faire une différence, à condition qu'il soit bien défini et bien posé. Il n'y a pas de solution trop ennuyeuse, à condition qu'elle fonctionne. Ça semblera long de s'adresser à ces petits problèmes les uns après les autres. On a parfois l'impression de ne pas faire des progrès assez rapidement, de vouloir tout changer d'un coup. Mais avec cette approche, au bout d'un certain temps, vous retournant, vous vous rendrez compte de l'ampleur de vos progrès. Donc une fois que vous aurez choisi votre sujet, soyez patient, soyez impitoyable dans la recherche de la vérité. Comme le disait Roosevelt dans une autre période de crise, le monde, en fait il disait les États-Unis, le country, mais ça marche avec le monde aujourd'hui, le monde a besoin d'une expérimentation, le monde a besoin d'expérimenter de manière audacieuse, de manière persistante. Le bon sens veut que l'on essaye une méthode, a-t-il ajouté, et si elle ne fonctionne pas, qu'on arrête cette méthode et qu'on essaye quelque chose d'autre, mais par-dessus tout, essayez quelque chose. Alors mes amis, essayez quelque chose, trouvez votre problème bien défini. Rien n'est ennuyeux, rien n'est trop modeste. Soyez prêts à échouer, soyez prêts à réessayer. C'est ainsi que vous pourrez changer le monde, et le monde a besoin de changement. Je vous remercie. Madame Esther Duflo, vous donnez à la science économique ses lettres de noblesse. Une science incarnée, une science tournée vers la résolution des grands défis planétaires, l'éradication de la pauvreté et le défi climatique, entre autres. Et votre prix Nobel de 2019 vous donne cette tribune publique qui vous permet de faire entendre votre voix par nos dirigeantes et dirigeants. Vous me rendez en fait fier d'avoir été, ou d'être encore un peu, un économiste qui s'est aussi consacré à des thématiques qui vous sont chères. Mesdames et messieurs,
nous arrivons au terme de cette cérémonie. Je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre présence tout au long de ces années, à toutes et à tous. Votre énergie, votre présence, votre soutien nous a permis de réaliser ce que l'Université de Genève est aujourd'hui et qu'elle continuera encore à progresser. Si aujourd'hui je suis sous la lumière des projecteurs, j'aimerais toujours rappeler que ce que nous avons fait, nous avons réussi à le faire grâce au soutien de toute l'équipe rectorale qui m'entoure et j'aimerais les en remercier très chaleureusement. Grâce au soutien des doyennes et doyens présents aussi sur cette scène aujourd'hui, des directeurs et directrices de centres interfacultaires, et évidemment à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, à l'ensemble des étudiantes et étudiants, à l'ensemble des chercheuses et chercheurs de notre université qui font de cette institution ce qu'elle est, un phare de notre cité pour notre canton et notre pays. Et j'aimerais aussi évidemment enfin adresser ma reconnaissance très chaleureuse à nos autorités qui nous soutiennent au quotidien, un soutien qui sera plus que jamais indispensable pour faire face aux multiples défis qui nous attendent. Merci infiniment. J'invite maintenant les